Bien, nous sommes donc au complet. Merci d'être là, soyez les bienvenus dans ce festival Allez savoir, deuxième édition que je suis ravie d'introduire, d'inaugurer, avec donc Nancy Green et Fatou Diom qui ont déjà été brillamment présentés par Judith. Je n'y reviendrai donc pas. Je voulais remercier aussi Julie et Fabienne qui traduisent en même temps en langue des signes. Voilà, c'est important de le souligner également. Et souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui sont en non présentiel, puisqu'on est aussi sur YouTube, donc un petit peu partout dans le monde, pour parler de ce sujet, genre et migration, qui est un sujet assez délicat, assez large au fond, assez peu étudié également, alors que les discours, on l'a entendu dans tout ce qu'on vient d'entendre au préalable, que les discours xénophobes sont devenus courants, pour parler du phénomène migratoire, pour le citer de manière très claire, les idées reçues également, les préjugés qui sont de plus en plus renforcés, qui passent, comme l'a dit Judith, de plus en plus inaperçus et qui sont de plus en plus acceptés, et le schéma du repli européen, du repli sur soi, qui favorise évidemment l'expression d'un racisme décomplexé, et le concept de genre qui, en effet, est très peu mobilisé ou très récemment mobilisé pour parler de la question migratoire. De la question, évidemment, des hommes, des femmes, mais aussi, et c'est un sujet, un thème qu'on essaiera d'évoquer ensemble, de la question des LGBTQI+, puisque la question du genre nécessite aussi de se poser des questions sur les sexualités et les orientations sexuelles, qui sont parfois des raisons de départ des hommes et des femmes qui quittent leur pays. Donc ça, ce sera vraiment des questions qu'on se posera. Quel effet a le genre sur la migration ? Quels effets la migration a sur les stéréotypes de genre aussi, féminin, masculin, ça on aura l'occasion de largement essayer de dépoussiérer un petit peu ces stéréotypes-là, parce qu'il le faut, et parce que c'est un travail de tous les jours de continuer à parler, et c'est l'objectif du festival Allez savoir, c'est de discuter, de débattre, mais surtout d'échanger et de dialoguer. Merci. Et de se poser la question aussi de l'intersectionnalité, alors un terme qui est très connu pour des chercheurs et chercheuses que vous êtes, un peu moins peut-être pour le grand public, parce qu'on va reprendre cette expression-là, à savoir d'analyser aussi la migration grâce au genre, à la classe et à la race, qui sont donc des termes évidemment, et des analyses extrêmement importantes quand on parle de migration économique, intime, politique, et j'en passe. Donc on va dialoguer ensemble. Ce que je vous propose, c'est que pour éviter que ce soit un débat linéaire, mais plutôt un débat migratoire et migrant au fond, c'est que très rapidement, et je crois qu'il y a des micros qui sont disponibles, l'organisation est parfaite de ce festival, au bout d'un petit moment d'échange et de définition, parce qu'on va passer par la définition, ça c'est très important aussi, de poser des questions, d'apporter aussi vos témoignages, de demander des éclaircissements, dans la mesure où quand on ne sait pas, aller savoir, c'est aussi aller demander d'en savoir un peu plus, et donc vraiment de partager avec vous très rapidement les questions sur le genre et l'immigration, les interrogations, ou par ailleurs les gênes aussi que peuvent provoquer parfois ce thème-là. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord pour faire partie de cette discussion. Je vais donc tout simplement commencer par une première question, sauf si Nancy ou Fatou, vous aviez peut-être envie d'introduire ou de parler de ce thème-là. On se suit. Alors, on a effectivement, vous l'avez rappelé aussi, je crois que c'est Judith qui l'a dit, deux femmes migrantes, à deux endroits. Une franco-américaine et une franco-sénégalaise. Donc c'est vrai que vous êtes à peu près les plus à même de discuter de ce terme-là, et puis vous êtes deux femmes qui ont des regards différents, une écrivaine et une historienne, et j'aimerais commencer par ça. Quel est votre rapport intime, puisqu'on a parlé d'intime aussi, à la migration et au genre et à la migration? Alors Fatou ou Nancy, je vous en prie. Comment vous l'analyseriez? Et bonjour Nancy, du coup. Bonjour à tout le monde. Je dis souvent, en fait, je suis venue à Paris pour faire mes études, des recherches doctorales, et pour étudier l'immigration. Et puis ensuite, je suis devenue une immigrée. C'était pas prévu. Donc, je suis parmi ceux ou celles où ça s'est arrivé un peu au fil des ans d'une installation. Mais ça peut arriver. J'avais une jeune amie qui avait dit que sa grand-mère lui avait dit mais il ne faut pas faire comme Nancy Green, parce qu'elle avait peur qu'elle était venue pour une année pour faire ses études en France et qu'elle allait rester. Ça peut arriver. Donc c'était plutôt un phénomène de longue durée. Et vous avez fait une rencontre?
La J'ai rencontre fait une d'un homme. rencontre. C'est intéressant. Au début, je ne voulais pas l'admettre parce que c'était à cause d'un homme. Mais aussi, il faut dire que je suis restée à cause d'une rencontre, effectivement. Donc votre lien intime, Et c'est donc une envie de partir étudier en France, d'abord. C'est la raison du départ, peut-être. Oui, c'était pour étudier la France. J'étais peut-être un peu moins francophile que d'autres copines qui sont venues à la même époque, mais ça arrive quand même. Et ensuite, étudier les relations amoureuses en France, donc par voie de conséquence. Ah bon. Mais c'était pour étudier l'immigration en France. Oui, je rappelle, bon, vous l'avez dit aussi que vous êtes spécialiste de l'immigration et évidemment que vous avez participé aussi à la Cité de l'immigration à Paris, donc ça c'est pour le rapprocher des musées de Marseille et de l'ouverture de ce thème au plus grand public. Fatou, quel est votre rapport? Vous êtes arrivé bonjour à vous, en Alsace, donc à Strasbourg en 94, je crois. Hop là. Ouais, non, c'est ça, non? Et quel est votre rapport justement intime à l'immigration ou à la migration? C'est pas pareil. Alors, bonjour. Moi, je ne me considère pas comme une immigrée. Parce qu'il faut voir la définition que l'INSEE donne. Donc, je donne un exemple. Quand une Parisienne se marie avec un Berlinois et puis elle déménage, elle ne fait que rejoindre le domicile conjugal. C'est ce que j'ai fait. Donc, je n'étais pas venue pour trouver du travail. Je n'étais pas venue non plus pour les études. Je suis vraiment venue juste pour les beaux yeux d'un Alsacien. Donc, il aurait pu être Ghanéen, Sud-Africain, Russe ou Américain. Je serais là où il a déposé ses valises. Donc, et puis, je suis venue comme ça en 1994. Je n'étais pas une immigrée parce que je n'ai jamais été clandestine. J'avais des papiers. Je suis venue comme ça. Voilà. Et donc... le couple, ça a duré 2 ans. Mais la cathédrale m'a retenue, donc c'est puissant. Bien, merci Fatou. Donc on avait quand même 2 hommes pour les raisons du départ. Pour vous, enfin non, c'est pas votre raison aussi. Mais on va passer à effectivement. Donc ce rapport-là est intéressant. Mais j'aimerais peut-être qu'on définisse très rapidement, sans rentrer dans les détails, si vous le voulez bien, le terme de genre et les relations avec la migration, avant d'entrer un peu plus dans le sujet. Nancy, peut-être. Pour essayer de donner une tentative de définition pour qu'on parte tous sur les mêmes bases. Le terme genre, tout comme le terme migration, étant des termes qui entraînent des problèmes ou des mensonges aussi parfois, et donc la définition, comme ça on part tous sur la même base. Pour moi et pour penser le genre et l'immigration, c'est que le genre, en fait, ça peut être des rapports entre hommes et femmes. Il faut penser que les événements et les expériences peuvent être différentes selon qu'on est homme ou femme. Mais aussi, le genre, c'est des rapports entre les deux. C'est des rapports aussi, parfois, de pouvoir, des rapports sociaux de sexe, on disait à un moment donné, avant d'adopter le mot genre pour ce qu'il est aujourd'hui. C'était tout un débat d'ailleurs, parce que le mot genre est déjà utilisé beaucoup en français. Il n'était pas tellement utilisé en fait en anglais, donc c'était plus facile de parler de gender comme quelque chose de nouveau, parce que c'était juste un terme linguistique qu'on n'utilisait pas. Mais le mot genre en français a un très grand usage. Pour les études sur le genre aujourd'hui, c'est à la fois de reconnaître les différences ou les spécificités de l'expérience des hommes et des femmes, mais pour les migrations, je pense que c'est absolument important, mais en même temps des rapports entre les deux, et aussi les façons dont les identités en fait se construisent. Comment on devient un homme, comment on devient une femme, quelle est l'éducation, quelle est la façon dont les parents ou la société attendent certaines choses des hommes ou des femmes. Et c'est très important pour les migrations, parce qu'il y a des attentes. Donc il y a des façons dont le genre est quelque chose qui est construit, qui est une identité, alors qui peut être aussi aujourd'hui, de plus en plus, on reconnaît qu'on peut choisir en fait et de déclarer ce qu'on ressent. Il y a donc à la fois l'individu, puis il y a la société qui a des attentes, donc on joue entre les deux. Et la question des représentations aussi. On va faire un petit test, parce qu'on se l'est dit, nous aussi, avant de débuter cette conférence. Très sincèrement, qui pensait, quand on dit migrant, que c'est un homme seul, comme le disait Judith? Sincèrement, levez le... Ah ouais, d'accord, vous faites les intellos, mais c'est faux. À un moment, il faut arrêter. Moi, je pensais. Merci. Non, c'est tout. Ah ouais, non, peu. C'est vrai que j'avais oublié, je m'adressais à un public de chercheurs et de chercheuses. Bon, c'est vrai que le référent universel, quand on parle de migration, de genre et de migration, est toujours un homme plutôt célibataire, plutôt jeune aussi, alors même qu'il a
en 2000, c'était 48% de femmes qui étaient des migrantes. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus élevé, et puis ça fluctue en fonction de quel pays. Pour quelles raisons pensez-vous, vous deux, à vos deux endroits d'écrivaines, d'historiennes, que ce référent masculin est encore aussi ancré dans les fantasmes et les représentations, puisqu'on évoquait ce terme-là? Fatou, à votre avis? Si je prends le cas de l'Afrique, donc les pays du Sud, souvent le patriarcat est encore dominant. Ils sont machos chez moi. Bon, et donc ce sont les hommes qui partaient. En France, il y a eu la migration pour le motif économique. Quand cette loi était donc changée, on va dire, ça a été remplacé par le regroupement familial. Et donc c'est ce que j'appelle moi le débarquement des épouses. Donc dans les années 70, ce sont surtout des dames qui viennent rejoindre leur mari pour le repos du guerrier. Donc ce sont les femmes qu'on trouvera dans les baraquements, puis plus tard on les retrouvera en banlieue. Souvent elles venaient des zones rurales, par exemple en Afrique, elles n'avaient pas beaucoup de formation, ce qui les coupait complètement de la société occidentale, et puis elles étaient là pour cuisiner, tenir la maison, faire des enfants, et puis partir en vacances de temps en temps au Sénégal, sans parler français mieux que les gens qui étaient au lycée au Sénégal. Et donc ce sont ces femmes-là qui sont venues d'abord, quand on a parlé de migration féminine, c'était d'abord ces femmes-là. Donc ça veut dire que ce sont les hommes qui prenaient les risques et qui venaient. Et dans les années 70, avec les indépendances et puis la formation accélérée un peu de la scolarisation des femmes, là on a eu des étudiantes avec les bourses d'études. Et c'est la première génération qui va militer par exemple pour le féminisme africain, donc les Maria Maba, Aminata Soufal, Awa Keïta au Mali, syndicaliste. Et après, dans les années 80-90, la vague s'est amplifiée. Par contre, à partir des années 2000, on a ce que j'appelle les conquérantes. Donc il y a le Zorro là, des élections, il faut qu'il se calme, hein. Je ne parle pas de conquête territoriale. Je parle de conquête de liberté. Donc ce sont des femmes qui vont prendre les mêmes risques que les hommes. Ce sont les immigrantes qu'on rencontre aujourd'hui, qui osent traverser la Méditerranée sur les pateras avec les hommes. Et paradoxalement, ce péril-là les libère. Donc dans le pays d'origine, quand elles s'en sortent comme les hommes, elles jouissent de la même respectabilité qui mobilisait les hommes. Je m'arrête là encore, hein, je récite avec la petite fille qui est dans ma tête. On va l'entendre aussi, la petite fille qui est dans votre tête. Juste pour revenir à cette question du référent communément imaginé qu'est l'homme migrant, pour quelles raisons il persiste encore et en quoi on peut le déconstruire déjà, ce référent-là? Mais on vient de on découvre qu'il y a aussi des femmes dans l'immigration et grâce à ce regroupement familial, mais on ne mesure pas combien il y en avait aussi des femmes avant. Et même s'il y avait 30-40%, mais dans les grands flux vers les États-Unis au 19e siècle, il y avait des Irlandaises en grand nombre qui sont parties seules, qu'il y avait toujours eu des femmes et qu'on avait on avait oublié en fait, on n'avait pas, et c'était des féministes des années 70-80 aussi qui ont découvert les femmes passées, qui ont commencé à chercher et qui ont trouvé qu'effectivement il y avait pas mal de femmes. On les trouve dans les statistiques, évidemment, les statistiques des recensements finalement, les recensements des étrangers, des étrangères, mais aussi dans les sources d'archives et des sources privées. Je pense par exemple aux lettres, parce que c'est là où on a aussi un échange où on peut voir l'intime et l'avantage de migrer, c'est que souvent on laisse des traces parce que on va écrire au pays, on va écrire à son bien-aimé et ça donne des éléments et des sources qui sont aujourd'hui disponibles aussi pour lire les femmes et les hommes dans l'immigration au 19e siècle. Je m'inquiète parce qu'avec le courriel, avec le Instagram, je ne sais pas comment on va capter tout ça. Donc les historiens du futur vont avoir du mal à voir quels étaient les rapports entre les gens à notre époque parce que ça disparaît, il me semble. Donc les lettres, les différentes sources sont précieuses pour les historiennes et les historiens à trouver ces traces des femmes antérieures. Mais il est absolument vrai qu'aujourd'hui, à la fois le regroupement familial et les besoins de main-d'œuvre qui ont aussi changé, ce n'est plus les besoins qu'avaient des États et des employeurs
travailleurs, à faire venir des travailleurs des usines pour l'industrialisation. C'est aussi l'industrie du care, l'industrie des soins à la personne qui aujourd'hui font venir énormément de femmes pour le travail. Donc c'est notre oui, justement aussi, il y a une autre opposition binaire qui persiste et signe dans la question du genre et de la migration. C'est le féminin qui est associé, vous l'avez dit, au travail domestique, au care, au travail, on va dire, oui, domestique, ça je l'ai déjà dit aussi, et la question plutôt masculine, économique, qui reste encore très très ancrée dans nos imaginaires, alors même que la diversité des statuts des femmes, par exemple, et des hommes qui migrent aujourd'hui, j'imagine, se mélangent. On a véritablement quelque chose qui a bougé, non, de ce point de vue-là. Fatou, je vous vois sourire. Je pense aux préjugés tenaces qui cantonnent les femmes africaines, par exemple, pour le babysitting, le ménage, la cuisine. Elles sont supposées être très gentilles, comme s'il n'y avait pas de femmes africaines qui commettent des infanticides, par exemple. Donc, cette façon de les regarder, elles sont toutes gentilles, toutes mignonnes. C'est pareil avec les hommes qui vont chercher une Africaine à épouser parce qu'ils pensent qu'elle va être femme au foyer et fière de l'être. Non, messieurs. Les femmes africaines qui acceptent de venir et qui ont le culot de venir, en général, elles sont pires que la parisienne que vous fuyez. Parce que c'est celle qui a osé quitter ses cocotiers et la cuisine de sa grand-mère pour s'affranchir et découvrir le grand monde. Donc, il faut que ces préjugés-là changent pour aussi pouvoir donner à ces femmes-là des postes valorisants. Parce que même quand vous êtes africaine et que vous êtes surdiplômée, on vous imagine meilleure à la cuisine, même si vous cramez tous les plats. Alors ça, c'est typiquement ce que vient d'évoquer Fatou. Ça, c'était mon expérience. Voilà. Donc, 7 ans de femme de ménage, ça vous donne des qualifications, mais alors, pour être dégoûté de la cuisine. Et ça, c'est typiquement, en fait, on vient de donner une définition du stéréotype de genre. Voilà, enfin, tout simplement, Nancy, qui persiste encore à aussi mettre dans un carcan la femme comme étant vulnérable. On a aussi cette question dans la migration, je crois que c'est intéressant, même si des recherches sont faites pour montrer qu'il y a des conquérantes et que même la question de l'empowerment et de prendre beaucoup plus de liberté quand on migre de son pays d'origine pour aller ailleurs, évidemment ça existe. Il y a encore cette question de femmes vulnérables, et dans la migration en particulier. Pour quelles raisons, Nancy, peut-être réagir sur ce point-là? C'est au-delà de la question de l'immigration. Les stéréotypes, les stéréotypes font partie de ce qu'on doit étudier par rapport aux gens, pour voir pourquoi il y a des imaginaires ou l'idée que les femmes font ceci et les hommes font cela. Si je peux juste ajouter ma propre problème de cuisine, la première fois que j'ai fait un repas pour des amis de mon mari, personne mangeait, oui, mangeait très peu. Après, on a réalisé, en fait, ils avaient mangé avant parce qu'ils pensaient qu'une Américaine ne pouvait pas vraiment faire la cuisine et que ça n'allait pas être très bon. mais il y a des attentes, en fait, des attentes par rapport au groupe, des attentes par rapport aux gens. Et c'est ça que dans l'imaginaire qu'on a sur les migrants, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler qu'il y a des femmes de plus en plus et qu'il y avait des femmes qui sont de différents niveaux d'éducation, les femmes qui font tout, et ça a toujours été le cas, mais la façon qu'est représentée l'immigration fait souvent oublier des choses qu'on peut constater. Est-ce que ce sont des images qu'on vous renvoie encore aujourd'hui, Fatou, malgré le succès, la célébrité ou... Vous voyez, ces questions-là, pour moi, elles sont tragiques, mais elles me font tout le temps rire. Il y a un texte que j'avais écrit une fois, un éditeur allemand nous demande d'écrire des choses qui nous plaisent, des choses qui ne nous plaisent pas. C'est sur une même page. Hein. Donc, et moi, je me souviens que sur la demi-page qui restait, je me disais, j'avais écrit le prochain qui va me beugler dessus en me disant j'aime les femmes africaines parce que ce sont de véritables mères de famille. Eh bien, je lui offre un week-end à Venise avec une centenaire africaine parce que c'est aussi une femme. Donc, en fait, on n'aime pas une africaine. On aime une femme parmi toutes les autres femmes. Donc cette idée, j'aime les Africaines parce qu'elles sont plus dociles, c'est tellement archaïque, ringard, même en Afrique, plus personne n'y croit. Donc il n'y a que les Européens pour croire à ce mythe encore. Et puis il y a les belles-mères aussi. Donc moi, quand je suis arrivée ici, la pauvre, la mienne, jusqu'à sa mort, je lui ferai le carton. Hein. Donc j'arrive, elle me dit, mais
faudrait quand même que tu cherches du travail, que tu tiennes la cuisine, mon fils travaille. Et j'ai dit, mais ton fils, il m'a vu à l'université là-bas sous les cocotiers. Je ne vais quand même pas arrêter l'université chez Descartes. Non, mais voyons. Et donc, vous voyez, c'est ça le mythe. On amène une Africaine et ça va être la parfaite mère au foyer. Mais c'est complètement démodé, ici comme en Afrique. Et l'immigration cantonne les femmes. Et beaucoup de femmes sont désespérées à cause de ça, parce que même quand elles sont venues avec des études, avec un mari, le regroupement familial, ces maris-là, souvent, ne veulent même pas qu'elles travaillent. Et quand le mari accepte, eh bien, la fille n'arrive pas à trouver un travail équivalent, même quand elle a les mêmes diplômes que son époux, par exemple. Et ça cantonne encore. C'est une vraie question de genre. C'est un patriarcat qui demeure ancré en Europe. Mais ce n'est pas seulement le patriarcat, c'est aussi la nounou africaine. Vous savez, il y a bon banania. Donc nous avons un sourire toujours sucré. Il peut être pimenté, même quand on rigole, ça peut être ironique aussi. Ce que je viens d'entendre me fait penser à une autre thématique qui croise évidemment cette question des genres et de la migration, c'est la famille. Et vous le dites d'ailleurs, Nancy Green, dans certains de vos articles, vos ouvrages, vous dites l'histoire genrée des migrations croise celle des familles. Donc l'histoire genrée des migrations croise celle des familles. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer cette phrase et aller un peu plus en détail ? Mais les gens partent à différents rythmes, et l'image classique aussi, c'était que l'homme partait d'abord et que la femme suivait, et que donc c'était le rôle de la femme de suivre dans un regroupement familial. Et je me suis toujours interrogée sur, d'abord, quand c'était dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe pendant les mois, les années, souvent, entre le premier départ et le deuxième. Il y a une littérature aussi qui sur ces questions d'attente et sur les moments de séparation qui font partie aussi de l'histoire de l'immigration. Mais l'idée, c'est que les gens partent pour différentes raisons. Les hommes et les femmes partent pour différentes raisons. Et ça peut être pour le travail. Encore aujourd'hui. Ça peut être pour le travail pour les hommes, le travail pour les femmes peuvent être de différentes sortes. Aujourd'hui, on a aussi des femmes qui partent et que les hommes restent. C'est nouveau par rapport au 19e siècle, et c'est effectivement pour travailler dans différents secteurs par rapport au 19e siècle. Donc si la femme part pour un travail domestique dans les pays de l'immigration, il y a des hommes qui restent avec les enfants, qui sont souvent en fait gardés par les grands-parents. Donc, il y a des moments et des différentes voies d'immigration, des différents moments où les hommes partent et où les femmes partent. C'est ça, pour moi, le genre, c'est de penser ces expériences, ces moments différemment, et de voir qu'on peut partir pour le travail, on peut aussi partir pour la famille, on peut partir seul. Au 19e siècle, il y avait énormément d'Irlandaises qui partaient aux États-Unis seules. Pourquoi ? Parce qu'il y avait en fait beaucoup d'Irlandais qui partaient, eux, en Angleterre pour le travail. Donc, déficit démographique des hommes irlandais, et des Irlandaises allaient pour beaucoup aux États-Unis, mais qui rejoignaient aussi une demande de la domesticité, de faire le travail domestique aux États-Unis. Donc il y avait une conjonction de choses, mais où on a un groupe connu de femmes seules qui partaient. Donc les femmes aussi peuvent partir seules, et que ce soit des femmes de différentes qui font différents types de travail ou différents motifs d'éducation, etc. Ça aussi. Donc la famille est concernée finalement, la famille dans tous ces différents aspects, mais il faut aussi penser les individus qui partent seuls comme aussi une catégorie de migration. Les hommes seuls et les femmes seules. Et justement, j'étais en train de chercher un extrait dans votre ouvrage, Le ventre de l'Atlantique, Fatou Diom, où vous parlez donc de votre frère, demi-frère, c'est ça ? Frère, ouais. Madické, qui veut absolument donc venir en France, devenir footballeur, et qui dit que vous êtes égoïste, voilà, parce que vous ne voulez pas, et vous terrorise, effectivement, il vous appelle très souvent pour vous demander de l'aide en fait pour venir jusqu'en France. Et par exemple, vous avez une discussion quand vous rentrez au Sénégal avec lui, et qui vous dit: et nous sommes des bosseurs, nous, pas vrai les gars, nous on est capable de trouver du boulot et d'assurer comme de vrais mecs. Donc là aussi, on est vraiment dans une représentation hyper genrée
des hommes qui pourraient y arriver. Regarde, toi, tu y es arrivé, je vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas. Et il vous accuse aussi d'une certaine forme d'individualisme et d'égoïsme, dans la mesure où vous lui dites, bah non, en fait, c'est pas forcément évident d'émigrer et de quitter son pays. Peut-être revenir sur ce passage-là du bouquin. Oui, c'est pour ça qu'au début, en fait, je parlais de la notion de prise de risque. Donc pendant longtemps, c'était les hommes qui prenaient des risques, qui osaient le départ, c'était les gagneurs, on va dire. Donc eux, ils partaient pour vaincre les périls, réussir quelque chose, rapporter de la richesse. Et donc les femmes attendaient. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs le roman Celles qui attendent. Elles attendent parce que le guerrier est parti et puis il ramènera le gigot. Et donc, quand vous êtes une fille et puis vous vivez en Europe, si vous dites à un homme qui veut partir, mais non, tu n'as pas une formation, tu ne possèdes pas la langue, tu n'arriveras pas à t'exprimer, tu n'arrives pas à communiquer, tu n'as pas une formation spécifique à faire valoir. Donc, pour toi, le chemin risque d'être beaucoup plus difficile que quelqu'un qui a une formation. Et bien lui, il vous dit, mais si toi, la pauvre fille, tu arrives à travailler là-bas, et bien moi, le garçon courageux, solide, bien musclé, j'arriverai à m'en sortir. Donc ce livre-là, c'était aussi une manière de dire, l'Europe n'achète plus des muscles. L'Europe achète de la matière grise, mon coco. Donc tout le monde ne deviendra pas footballeur. Il y en a combien de milliers de garçons rêvent d'être footballeurs? Il y a combien de Zidane? Messi 1, Neymar 1, Zidane 1. Et mon frère. Hein? Sauf que lui, il pense que c'est ma faute s'il n'a pas réussi à être Zidane. Donc, alors, pour la compensation, pour moi, c'est OK, je travaille, et puis je partage tout comme une tarte à la pomme, et puis chacun a son petit capital pour démarrer quelque chose chez lui. Parce que l'on soit en Afrique ou ailleurs, c'est affronter la vie. C'est la question existentielle de la survie et de la dignité dans sa survie. Que l'on soit footballeur ou cuisinier ou pêcheur à Marseille, il faut se battre. Mais les outils pour se battre pour la migration en Europe, ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. Il y a beaucoup plus de migration à l'intérieur de l'Afrique. Et ces hommes-là arrivent à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils quittent un univers d'un pays sous-développé. Et dans la sous-région, il y a toujours des mêmes débrouillards qui font les mêmes choses. Donc ils arrivent à s'insérer. Maintenant, quand ils arrivent en Europe et qu'ils ne parlent pas la langue et qu'ils n'ont pas la formation et qu'il y a Zorro là-bas qui appelle le monde entier en duel pour son combat de civilisation, eh bien, les choses sont devenues beaucoup plus difficiles. Est-ce que le combat... Vous connaissez le Zorro? Il a un zeste de Zorro. En fait, ce n'est pas tout à fait un Zorro, c'est un simili. Est-ce que le combat dans le processus de migration est toujours aujourd'hui plus difficile pour une femme que pour un homme, où là aussi, encore une fois, c'est une histoire de fantasmes et de stéréotypes. Ça dépend aussi du pays d'origine et où on va, et c'est pourquoi on part. Mais bon. Il y a pas mal de choses qui sont toujours un peu plus difficiles pour les femmes que pour les hommes. C'est un peu une question rhétorique, mais enfin, bon. Mais je pense que ce qui est très frappant, et aussi on le voit dans vos romans, que les différentes attentes des femmes et les différentes attentes des hommes. Et je me rappelle d'une chercheuse qui avait trouvé des lettres d'une Finlandaise au 19e siècle qui était partie au Canada. Et elle avait trouvé une lettre où elle écrivait à son petit ami qui voulait venir la joindre au Canada. Et elle lui a dit, après tout, c'est difficile ici, il n'y a pas autant de travail, mais surtout les conditions sont très dures, etc. Donc peut-être il ne faudrait pas venir. Donc c'est un élément, cette lettre, c'est une source pour les historiennes. Et si on n'avait que cette lettre, on verrait que voilà, une immigrée qui est honnête sur les difficultés de l'immigration et tout. Mais on a aussi trouvé une autre lettre qu'elle a écrite à une copine où elle a dit « Viens vite me rejoindre, il y a beaucoup d'hommes ici. » Fatou, vous voulez réagir là-dessus? Non? Ça va? Félicitations, les messieurs. Est-ce que vous avez déjà des questions, des remarques, des envies de discussion, des témoignages à partager avec nous ou pas? Oui. Merci, le micro arrive. C'est ça? Non, oui. Merci. Bonsoir. Non, pas encore, tout à fait. Sinon, on peut partager. Enfin, ouais, c'est pas très Covid quand même.
bonsoir. Oui. Vous avez beaucoup parlé de migration par rapport au travail, je dirais, voilà. Moi, je suis allée à Rabat, j'ai soutenu des foyers d'accueil pour les femmes subsahariennes. J'ai recueilli beaucoup de témoignages et la majorité de ces femmes sont parties en disant non à une vie qu'on voulait leur imposer. Mariage forcé, etc. Et je dois dire que c'est vraiment, je ne sais pas, au moins 80% des entretiens que j'ai faits et des femmes que j'ai rencontrées. Et pour moi, ça a été une grosse claque parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment des guerrières, des femmes extrêmement courageuses qui à un moment donné, voulaient faire le choix de leur vie, que ce soit pour des études, pour faire des études ou autre chose. Je trouvais juste que ça n'avait pas été nommé comme forme. Et évidemment, dans leur parcours migratoire, de grandes violences extrêmes, absolument terribles, pour la majorité d'entre elles. Très peu ont échappé à ça, à ces violences-là. Voilà. Mais je veux dire qu'il y a une force chez ces femmes qui est très impressionnante et qui malheureusement sur leur trajet ne rencontrent pas suffisamment d'endroits ou de lieux où il y a la possibilité de l'exprimer, où il y a la possibilité aussi peut-être de déterminer plus de choix et de prendre des forces. Voilà. Merci, mais effectivement, on va réagir là-dessus. On était plutôt d'abord sur les représentations de genre dans l'immigration, sur la question économique, et là, on va arriver sur la question qui est politique, au fond, et la question aussi de fuir une violence et de partir pour dire non. Fatou, vous voulez réagir là-dessus? Alors moi, j'ai l'art de me faire détester partout. Je suis désolée. Donc attention à ce que je vais dire. Là, c'est très dangereux. C'est une ligne très fine, ce que je vais dire. Oui, madame, il y a des femmes en Afrique, et j'en ai vu, et j'en connais, qui partent pour des situations tragiques dans leur vie. Par exemple, être fille-mère, c'est une des situations qui vous excommunie presque, qui vous met à la marge. Ça peut être très douloureux. Il y a d'autres situations de mariage forcé. Il faut savoir que les lois sont votées en Afrique. Maintenant, c'est interdit. Et souvent, ce sont nos sœurs qui n'osent pas ou qui ne veulent pas porter plainte parce qu'elles pensent que c'est déshonorant pour leur famille. Donc, la loi, elle existe. Alors, ou vous l'utilisez, ou vous ne l'utilisez pas. Si vous pensez que c'est déshonorant d'amener votre père au tribunal, eh bien, vous n'allez pas défendre vos droits. Mais la loi, elle existe. Donc, je dis que c'est dangereux ce que je vais dire là, parce que, attention, hein, parce que moi, je me prends une volée de bois vert, mais je dois aussi parler pour l'honneur de l'Afrique. Toutes ces femmes-là, madame, ne sont pas toutes des victimes de gens absolument horribles en Afrique. C'est faux. C'est juste que pour les papiers de l'immigration, c'est parfaitement une aide d'être la victime. Et attention, hein, je vous réclame votre attention. Je dis que c'est dangereux ce que je dis là. Il faut savoir que ces cas-là existent absolument. Et j'en connais. Et je les vois. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas la totalité de toutes les femmes qui viennent. Il y a aussi, il faut reconnaître à l'Afrique et aux femmes africaines la volonté de confort. Madame, nous y avons droit. C'est le bien-être de ce monde d'aujourd'hui. C'est comme les jeunes qui font la Star Academy. Eh bien, tout le monde voudrait danser comme Michael Jackson. Michael Jackson, c'est un seul. Mais sa gloire fait rêver tout le monde. Pour l'immigration, vous avez le même phénomène. Il y a des gens qui viennent pour des situations tragiques. Il y a des gens qui viennent pour tout simplement avoir l'eau chaude, un beau canapé, une télévision et puis des Nike. Ça aussi, ça existe. Mais quand on parle de l'Afrique, on parle toujours comme d'une zone nébuleuse comme ça où on torture tout le monde. Non, ce n'est plus comme ça. Ça peut être comme ça. Le patriarcat aujourd'hui, il est devenu très mou. Si vous allez à Dakar, vous allez voir le nombre de bonnes femmes, des combattantes qui gagnent leur salaire et qui divorcent, mais quand ça ne va pas, elles divorcent. Nos mamans, elles n'osaient pas. Donc vraiment, il ne faut pas voir tout noir là-bas. L'immigration, il y a une part de bien-être que nous voulons partager avec vous. Et c'est légitime. Alors là, on parle effectivement de l'Afrique. Il y a peut-être un cas précis pour l'Afrique que Fatou connaît bien. Nancy, pour réagir à la fois sur ce que vient de répondre Fatou et d'évoquer Madame, il y a évidemment des femmes qui partent, ou des hommes d'ailleurs, hein, parce que là on parle beaucoup des femmes, mais qui partent pour des violences. D'abord, je pense que c'est toujours un choix courageux de partir. Et puis quand on voit dans les situations actuelles, c'est pas seulement forcé, mais aussi il faut vraiment avoir une énergie, enfin
de pouvoir partir est vraiment quelque chose pour les hommes que pour les femmes. Mais historiquement, il y a eu toujours ceux et celles qui partaient pour des raisons de vouloir et en fait de se libérer. Donc cette volonté de libération, une fois j'avais écrit un papier, l'émigration comme émancipation. Et donc pour certains, et déjà depuis le 19e siècle, 20e siècle, c'était effectivement l'idée de vouloir partir pour pouvoir quitter parfois un carcan traditionnel, même pas violent, mais qui était trop restreignant, pour pouvoir faire quelque chose ailleurs. Donc il n'y a pas que le travail, il y a aussi cette soif d'une autre forme de liberté personnelle et des différentes opportunités, et qu'on rêve, et parfois, et c'est ça ce qui est intéressant aussi avec l'exemple de celui votre frère qui veut être footballeur, c'est qu'on pense qu'on peut, il y a des images de ce qu'on pense qu'on peut faire. Après, il y a celle qui écrit à son copain que la situation est dure, parce que c'est dur l'immigration. Donc il y a, c'est ambigu, les représentations sont parfois contradictoires. Il y a cette image de liberté parfois sexuelle, liberté de pouvoir faire autre chose, avoir aussi une condition matérielle meilleure, etc. Mais historiquement, c'est depuis les grandes migrations du 19e et 20e siècle, sur lesquelles je travaille souvent, sont de cet ordre-là. Historiquement, à différentes périodes, il y a différentes explications qui vont primer. Et ils vont primer différemment pour les hommes et pour les femmes à différents moments. On vit aujourd'hui effectivement une période où les femmes ont pris plus d'initiatives et de possibilités de dire voilà, je pars pour ceci ou cela. Et c'est quelque chose qui est affirmé et réaffirmé, et peut-être un plus possible aujourd'hui que ça ne l'était pour les générations précédentes. Mais il y a des précédents historiques aussi, comme j'ai dit, des femmes qui sont parties seules, qui sont parties pour l'éducation et qui ont aussi fait leur vie différemment à l'étranger. Mais c'est jamais facile. Et cette émancipation, migration comme émancipation, qu'est-ce qu'elle vient changer, transformer ou travailler sur les stéréotypes de genre? D'abord, ça ne marche pas toujours. C'est ça. Ouais. On peut partir en pensant qu'on va faire quelque chose et puis être obligé. Et d'ailleurs, l'émigration et le départ, c'est parfois au lieu d'être perçu comme une mobilité sociale, ça peut être dans un premier, et pour la première génération, c'est souvent un déclassement. Et toute la première génération qui doit travailler, trimer pour pouvoir, ils espèrent souvent dans le cadre familial de pouvoir avoir des meilleures opportunités pour leurs enfants. Mais c'est très dur l'immigration, mais c'est aussi, mais je pense qu'il faut le penser comme quelque chose qui est vécu différemment à différentes périodes et différemment par les femmes, par les hommes, selon les pays du départ et d'arrivée, selon la classe sociale, selon la race, selon la peau. On est vu différemment, on a des vécus différents. On peut toujours, et on espère, surpasser les déterminismes des grandes catégories, mais en même temps, on est, et historiquement c'était le cas, les gens sont quand même souvent contraintes par les situations et les périodes dans lesquelles ils vivent, ou ils tentent de vivre ces formes de mobilité. Je voulais, madame, par rapport à votre question tout à l'heure, faire une différence entre les gens qui demandent l'asile, des réfugiés qui fuient des zones de guerre, des situations politiques, des immigrés, de personnes un peu plus libres qui partent par volonté personnelle pour trouver du travail, améliorer leur quotidien. Je pensais qu'il est important de faire cette petite nuance entre les groupes et les raisons de départ. Pour les femmes, on réfléchit souvent sur la conséquence sur les femmes du Sud, mais il y a aussi une conséquence sur les femmes du Nord. Donc pendant que la condition féminine progresse en Afrique, elle regresse pour certaines de nos sœurs en Occident. Donc, et c'était ici à Marseille que j'ai vu une dame qui me parlait de son mari africain, ses femmes et ses enfants. Et je lui dis, mais chère madame, si c'est le mari de quelqu'un d'autre ou de quelqu'une, ça ne peut pas être votre mari. Et j'ai rencontré le même phénomène au Canada. Peut-être, madame, je suis sûre que vous connaissez ce livre, ou sinon je vous le trouverai. C'est une dame au Canada qui a écrit un livre qu'elle appelle «
mon mari, ses femmes, ses enfants et moi. Attention, c'est pas sa femme, c'est mon mari, ses femmes, ses enfants et moi. Donc alors la dame en question, j'étais dans une émission au Canada et j'ai critiqué le livre, elle m'a appelé à l'hôtel. Je ne me suis pas dégonflée, je lui ai dit qu'elle détruisait la condition féminine partout. Que tant qu'il y aura des femmes pour accepter ce que d'autres femmes refusent ailleurs, eh bien la condition féminine, elle ne va pas progresser. Nous, en Afrique, on se bat contre la polygamie. En tout cas, beaucoup que je connais, beaucoup de femmes se battent contre la polygamie. Et aujourd'hui, avec l'immigration, on rencontre de plus en plus des femmes européennes qui acceptent. Je pense qu'elles débarquent de la lune, quoi. Ou alors leur liberté, elle est tellement trop agréable qu'elles ont besoin de la réduire. Donc ça, c'est une révolte que j'ai. Parce que moi, quand je dis ça, on me traite d'acculturée. Donc, acculturée parce que justement, j'ai écouté les aînés qui ont défendu nos droits et je voudrais aussi les défendre pour que la génération suivante... Attention, monsieur, on ne veut pas vous assommer. Quand je dis ça, non, c'est juste un partenariat, équité et douceur entre les deux sexes, donc cette fraternité-là entre hommes et femmes. Mais je trouve qu'un homme n'a pas besoin de collectionner des femmes comme on collectionne des voitures de luxe. Et voilà, et c'est pour ça que je suis contre la polygamie et je suis révoltée quand une femme européenne l'accepte. Et ça aussi, c'est une conséquence genrée de l'immigration. Et donc, vous avez des femmes africaines qui attendent là-bas le mari. Et vous n'êtes pas dans la polygamie quand le mari en question reste 11 mois sur 12 avec vous et reste avec sa femme africaine seulement 1 mois de vacances dans l'année. Et donc là, souvent les victimes, elles sont consentantes parce qu'elles sont la groupie du mari qui réussit en Europe. Et là, je pense à la violence symbolique dont Bourdieu parlait dans son livre sur la télévision, où les victimes sont des complices tacites de ceux qui exercent cette violence-là. Eh bien, les hommes partent. Un homme qui laisse sa femme fidèle à une chambre vide en Afrique, eh bien, c'est un homme qui fait souffrir sa femme. Alors, une sœur européenne qui cajole cet homme-là, qui pense qu'elle est humaniste, qu'elle accueille le migrant, je suis désolée, elle est traîtresse à ses sœurs africaines. Donc, lâchez-les dans le froid. Qui retourne dans les jupes d'une dame qui se morfond pour eux. Arrêtez d'accepter ce que nous refusons. Voilà. C'est bien, comme ça, on n'aurait jamais imaginé parler de l'accueil comme ça dans le... Pour cette première conférence, si vous voyez un migrant, vous ne l'accueillez pas. Hein. Surtout, vous le laissez dans le froid, comme ça, puis vous dites c'est Fatodium qui me l'a dit. Non. Donc, c'est pas grave. Accueillez-le, mais ne lui montrez pas la chambre à coucher ni le salon. Uniquement le canapé. Pas le porte-jartel. Ça va être hyper compliqué d'enchaîner après ça. C'est rigolo, je fais une petite confidence comme ça, une petite pause comme Par ça. contre, nous, les messieurs, peuvent nous accueillir. Hein. Ah bah non, moi, je suis pas d'accord du coup. Ah, si on veut l'égalité, on la veut partout. Non, bah non. Et non, la petite confidence, c'est qu'en fait, on s'est pas vu avant pour préparer la conférence et que du coup, c'est vachement bien parce que là, on est sur la spontanéité. Non, c'est moi qui me défausse. Hein. Je ne veux pas que les journalistes préparent avec moi. Elles vous mangent le cerveau avant la rencontre. Là, pour le coup, Fatou, c'est vous qui nous mangez le cerveau là ce soir. Bon. Donc, il faut me faire un signe quand on doit s'arrêter aussi. Hein. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, je suis désolée. Je crois qu'on a commencé à 19h. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui permettent de passer à un autre sujet? Sinon, j'ai d'autres sous-thématiques dans le chapeau. Oui, merci. Oui. Bonjour, je ne vous vois pas. Levez-vous, s'il vous plaît. Ah voilà, super. Oui, sous la réserve des dispositions portées dans le cadre de la loi nationale française et du droit européen, existe-t-il un outil d'évaluation quantitative et qualitative pour suivre le parcours des migrantes de façon à justement prendre connaissance de manière assez fine tant de leur parcours professionnel que de leur parcours scolaire et par là même donc de faire un différentiel peut-être nécessaire ou pas, ça je ne sais pas, d'avec les migrants eux-mêmes. Merci. Alors, Nancy, vous avez peut-être la réponse. Je sais qu'il y a un réseau qui s'appelle Femmes en Migration. Alors après, est-ce que c'est quantitatif ou qualitatif? Très sincèrement, je ne sais pas, mais qui a pour but de susciter la réflexion
et d'encourager les recherches sur les problématiques de genre dans les processus migratoires. Et évidemment, on l'a dit, c'est des recherches qui sont récentes au regard des sciences sociales. Après, j'ai absolument pas la réponse sur voilà, cette question. Il y a des études sur la scolarité des immigrés, de leurs enfants. Il y a des études sur la mobilité sociale en France comme aux États-Unis. On a même des questions, par exemple, de la criminalité. On a vu qu'à âge égal, les immigrés ne font pas plus de crimes que des autochtones selon le pays. Et qu'est-ce qui se passe à la deuxième génération selon, en fait, les conditions dans lesquelles les gens sont installés, parfois dans les conditions de précarité. Pareil pour la santé. Donc, on a des études et qui peuvent aussi être déclinées selon les hommes et les femmes. Donc, il y a des études qui sont faites. Sur la scolarité, on a montré combien les enfants d'immigrés en France, surtout les filles, réussissaient très bien. Donc il y a des moments où on voit qu'il y a des différenciations, donc il y a des possibilités. Évidemment, ça dépend aussi de la qualité et de la possibilité de faire certaines enquêtes. En France, c'était un grand sujet de débat. Est-ce qu'on pouvait demander aux gens leurs origines pour faire des enquêtes? Donc il y avait ceux qui disaient non, parce que c'est contre la notion d'universalisme républicain, de même poser la question des origines. D'autres disaient, mais c'est une façon de voir s'il y a des discriminations et s'il y a des différenciations. Donc il y a des enquêtes. L'enquête Théo était une grande enquête faite par l'INED qui a permis de voir comment différents groupes ont pu avoir différents parcours. Et c'est un outil pour aussi essayer de mesurer les discriminations. Alors ensuite, des discriminations pour les immigrés ou leurs enfants peuvent aussi être étudiées selon les hommes et les femmes. Quel type de discrimination? Quel type, je pense aussi, comment est-ce que l'assimilation est déclinée homme-femme? Comment la xénophobie et parfois vis-à-vis des hommes ou parfois vis-à-vis des femmes, quel type d'image on a par rapport aux différentes personnes selon leur sexe, selon leurs origines et selon leur classe sociale. Donc ce sont des choses que les sciences sociales peuvent aborder encore plus, et ça nous permet aussi souvent de dépassionner le débat et de montrer globalement, et c'est ça en tant qu'historienne je dis toujours, globalement l'immigration en France est ancienne, hommes et femmes, et historiquement ça a marché. Les différentes vagues d'immigrés sont souvent discriminés, honnis, voire même tués. La tuerie des Italiens à Aigues-Mortes en 1892 est bien connue, mais après, il y a une acceptation, il y a les gens, et puis leurs enfants s'intègrent, ils sont français, et globalement, ça se passe bien. Mais la première génération est toujours en but à des difficultés et à des discriminations. Mais encore une fois, on devrait aussi réfléchir sur comment est-ce qu'homme ou femme, qui apprend aussi la langue du pays, si ce sont les hommes qui vont, à l'époque des usines, les immigrés allaient dans les usines, rencontrer d'autres gens, des Français, d'autres immigrés. C'était une espèce de melting pot dans le lieu de travail. Aujourd'hui, les femmes qui travaillent chez une personne, ont moins de brassage. Les femmes, parfois, apprenaient moins vite le français si elles restaient à la maison avec les enfants, les immigrés. Mais aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Donc, quelles sont les conditions dans lesquelles les gens peuvent avoir la possibilité de vivre la vie qu'ils souhaitent en immigration? Ces conditions c'est important pour comprendre. Mais pour comprendre aussi, on a des moyens et des chercheurs qui s'attellent à voir comment les générations issues de l'immigration, comment les immigrés eux-mêmes réussissent sur le long terme. Moi, je suis persuadée, ça marche l'immigration. Il ne faut pas en avoir peur, et les sciences sociales peuvent aider à montrer, sans négliger les difficultés pour les immigrés. C'est pas facile, même quand on est immigrante, privilégiée, blanche et tout, c'est pas facile de changer son pays et de faire autre chose. Mais mais ça peut être plus facile que pour d'autres. Et ce sont des choses qu'on peut analyser, mais il faut poser des bonnes questions
Allez savoir, est-ce que c'est parce qu'on est homme, ou qu'on est femme, ou qu'on est américaine ou africaine, ou parce qu'on est de classe moyenne, ou qu'on est pauvre, ou qu'on est un homme d'affaires avec 10 passeports. Ce sont différentes figures de mobilité et on peut étudier en posant les bonnes questions, je pense, pour avoir la variété dans les questions de migration et de genre aussi. Fatou? Ouais, c'est vrai que Angelina Jolie est plus facilement accueillie que Fatoumata. Donc il y a ce que j'appelle l'anonymat chromatique. Donc si vous regardez les vagues successives d'immigration, les Portugais, les Arméniens, les Italiens en France, eh bien, au bout de 2 générations, on ne vous repère plus, on ne vous détecte plus. Les Alfredo et Conchita, on ne les repère plus. Mais les Fatou, 4 générations plus tard, il y a le chocolat qui signe. Donc à un moment donné, il faut que la France ou l'Europe d'une manière générale accepte que nous avons aujourd'hui des citoyens et des citoyennes européennes d'une 2e, 3e, voire même d'une 4e génération qui n'ont rien à voir avec l'Afrique à part la mélanine. Et ça, on a du mal à intégrer cette chose-là quand on parle de migration. C'est comme quand on parle en ce moment de séparatisme. Mais qui veut se séparer de qui? Nous qui sommes venus, si nous ne vous aimions pas, nous ne serions pas venus. Donc nous, on vous aime. Mais qui veut se séparer de qui? Et quand on indexe toujours les visibles. C'est pour ça qu'on parle toujours des minorités visibles. Et moi, il faut qu'on arrête de nous traiter de minorités visibles. Parce que moi, quand je suis devant une blonde, elle est minoritaire par rapport à ma tête. Donc nous sommes tous une diversité, tous ensemble, nous sommes la diversité. Mais il faut reconnaître que l'anonymat chromatique facilite l'intégration. Oui, si vous venez d'un pays vous êtes caucasien, donc au bout de 2 générations, si vous vous donnez vraiment la peine d'apprendre la langue française, de connaître la culture française, au bout d'une génération, on ne pourra plus vous repérer. Donc vous devenez le français lambda. Par contre, si vous venez d'Afrique, et ça quand je le dis, les Africains se fâchent, mais je dois le répéter, si vous venez d'Afrique, vous devez encore 10 fois plus essayer de vous adapter à la langue, à la culture, parce qu'à un moment donné, c'est la seule chose qui va vous servir de passeport. Ce n'est pas le vrai passeport. Hein. Le vrai passeport, si vous avez l'accent aussi lamentable que le mien, on vous traite de français de papier. Mais si vous avez le passeport, mais vous avez aussi le passeport culturel, pour parler de Louis de Funès, de Victor Hugo, pour dire que Sembène Ousmane, il a guidé des grèves ici au port de Marseille et qu'il a écrit Lettres de France pour raconter l'immigration d'une jeune Africaine il y a très très longtemps. Si vous savez échanger, les Français, c'est aussi un peuple de culture. Si vous vous intéressez à leur culture, c'est aussi une porte d'entrée. Donc voilà. Et d'où l'importance, vous m'y faites penser, Fatou, de la figure de l'instituteur dans Oui. le ventre de l'Atlantique, qui est hyper belle, parce que vous le remerciez un peu tout au long du livre. Enfin, je ne sais pas si c'est des remerciements, mais en tout cas, vous êtes reconnaissante. Non, mais je remercie mes enseignants dans tous mes livres. Et vous pouvez raconter comment vous êtes allée à l'école? Trop marrant, vous passiez par la porte de derrière. Elle va me faire pleurer. Non, je suis toujours émue quand je raconte ça parce que j'ai une peur rétrospective à l'idée de rester analphabète. Et c'est vraiment vrai. Donc il m'arrive d'y repenser encore. Oui, l'école primaire était en face de chez mes grands-parents, comme je raconte dans ce livre, et le jardin de ma grand-mère était juste derrière l'école primaire. Et donc quand je l'accompagnais au jardin, quand elle était bien occupée, eh bien, je m'échappais et puis je partais à l'école primaire. Et je m'installais à la table au bout là-bas de la travée. Et donc tout ce que l'instituteur demandait aux élèves de faire, eh bien, moi je faisais, alors que je n'étais pas inscrite. Donc il me renvoyait et dès qu'il revenait, je revenais. Il me renvoyait, je revenais. Mais les enfants sont conformistes. Moi je voulais juste être comme mes copines. Elles chantaient des choses en français, je voulais juste comprendre et partager avec elles. Et donc à force de me renvoyer, je vous raccourcis la chose, à force de me renvoyer, un jour, il m'a attrapé par la main, il m'a amené chez ma grand-mère et il lui a dit, donnez-moi ces papiers, je l'inscris. Donc l'année suivante, eh ben, ma grand-mère, enfin, l'enseignant l'a convaincue. Ma grand-mère a dit, au moins, si elle va à Dakar, elle pourra reconnaître les rues et les bus. Et l'enseignant a dit, têtue comme elle est capable de nous faire un certificat d'études. Donc, voilà, je suis toujours là en train de chercher mon certificat d'études, mais avec plaisir. C'est un joli moment du livre en tout cas. On va reparler de la question de la couleur aussi, c'est important, de
classe, la race et le genre aussi, l'intersectionnalité, mais peut-être, et j'aimerais qu'on aborde rapidement les orientations sexuelles aussi, parce que dans le genre, il y a ça, et dans la migration aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on est parti sur un jeu de questions-réponses, enfin, en tout cas, de témoignages. Oui, non, ah non, non, non. Ok. Oui, donc parler de genre aussi, vous le dites Nancy notamment, c'est, en tout cas parler de migration, c'est analyser effectivement en croisant plusieurs disciplines, et les sciences sociales peuvent le faire aussi. Donc l'analyse en fonction de la race, de la classe et du genre, ça on l'a dit. En quoi c'est important, après avoir tant attendu que le genre entre dans la grille d'analyse des processus de migration, d'y intégrer aussi ces prismes-là, disons? Je pense que c'est évident qu'il y a des... D'abord, on a tous des identités multiples selon la classe sociale, la race... la couleur, on l'a dit aussi. La couleur de peau. Oui. Et donc, puisque ça semble évident, et que ça semble évident, donc il y a quand même une polémique autour de cette notion d'intersectionnalité qui me semble simplement une réalité, une base d'interprétation, mais aussi de façon d'être de tout le monde. On est toujours des choses multiples à un moment donné. Donc, ce qui est intéressant avec les sciences sociales et avec des romans aussi, c'est de pouvoir interroger à un moment donné un aspect ou deux ou trois pour mettre en avant ce qui est des différenciations, ce qui est des similarités. Donc, d'intégrer à la fois qu'est-ce qui fait quand on stigmatise un jeune immigré. Est-ce que c'est parce que c'est un homme jeune suspecte qu'il est pauvre? S'il est bien habillé, s'il est noir mais qu'il est bien habillé, c'est peut-être moins de suspicion que s'il est moins bien habillé, enfin s'il est mieux habillé ou moins habillé. Mais il y a des signes qui font qu'il y a des formes de discrimination ou de représentation de l'autre qui comportent tous ces différents éléments. Et ça m'intrigue toujours, quelles sont les circonstances et des moments où quelqu'un est plus ou moins bien vu. Les Italiens au début du siècle étaient très mal vus. C'est les macaronis, même en France. Oui, aux États-Unis comme en France. Donc on oublie qu'il y a pu avoir de telles dénigrations et de haine vis-à-vis un groupe qui était considéré même comme racialement inférieur, bien qu'effectivement ça n'a rien à voir avec... Donc ils sont... et qui avaient la même religion, enfin la même couleur de peau. Ils ne pratiquaient pas le catholicisme, c'est comme des Polonais, ils étaient peut-être trop catholiques, les Italiens pas assez, l'Église française donc était un peu suspicieux des deux et de leurs pratiques. Donc il y avait des formes de discrimination même contre les immigrés blancs. Mais il y a, c'est incontestable, il y a à différents moments, je pense souvent aux Noirs américains, les Africains américains qui sont venus en France, pour beaucoup d'ailleurs comme soldats pendant la Première Guerre mondiale, certains sont restés, d'autres les littéraires sont venus ensuite pour fuir le racisme aux États-Unis, et eux ils ont des témoignages, ils trouvaient qu'en France c'était idéal, ou au moins c'était beaucoup mieux. Disons que c'était beaucoup mieux que Harlem, dans le sens où il y avait moins de discrimination, qu'on les acceptait plus par rapport aux États-Unis. Et donc, ils étaient acceptés en tant qu'Américains, peut-être plus qu'en tant que Noirs. Donc, il y avait des différentes formes, éléments d'identité, mais dans ce contexte-là, c'était mieux pour eux en France. Après, on a beaucoup glosé sur le fait qu'à la même époque, il y avait quand même la colonisation de la France, de la colonisation française des différentes parties de l'Afrique et outre-mer, qui faisait qu'il y avait d'autres gens qui étaient discriminés en France, même si on passait sur les Africains-Américains qui étaient des artistes ou des écrivains qui traînaient à Montparnasse ou plus tard à Saint-Germain-des-Prés. Donc il y a aussi des contextes et puis des moments où la classe peut, on dit en anglais, class can trump race. Mais Trump, c'est un mot qu'on ne peut plus utiliser. Mais que la classe est peut-être parfois ce qui prime par rapport à la race. Et il y a d'autres moments où la race va primer même à classe égale. Donc,
ce sont des moments qu'on peut étudier historiquement aussi pour voir dans quel contexte différents éléments des identités priment ou deviennent ou bien acceptés ou bien discriminés. Et c'est complexe, mais pour les historiens, on voit qu'il y a des espèces d'oscillations dans le temps et qu'il faut analyser selon aussi hommes ou femmes d'origine différente. Tatou, elle note. Moi, j'écoute la prof et je note. Non, mais c'est vrai, j'aime beaucoup vous entendre parler de cette histoire, de cette différence. Oui, le rapport politique entre les deux pays joue aussi. Donc c'est vrai, quand vous venez d'une ex-colonie, on vous regarde d'un air supérieur, en tout cas plus fréquemment que si vous venez d'Amérique du Nord, même en étant noir, parce que vous venez d'un pays riche. Vous l'avez ressenti, ça, voilà. en arrivant en France? Ah non, mais avec mon accent, vous ne pouvez pas ne pas le sentir. Donc, donc moi, quand je cherchais du babysitting, ah oui, j'ai compris, ah oui, c'est ça. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Ah oui, vous êtes africaine, je l'avais compris au téléphone. Ah ben oui, bon. Donc, vous voyez, ça, vous avez... ça va, vous le souffrez moins, hein, c'est que j'ai fait des efforts pour... L'accent, il restera toujours, mais il s'améliore. Par contre, au début, en 94, d'abord, j'étais plus lente en parlant et j'avais toujours plus peur aussi des mots parce que la prononciation, il faut savoir qu'il y a des consonnes qui n'existent pas dans ma langue, comme le che de pêcheur ou chasseur. Donc, toutes ces choses-là, c'est des terreurs quand on doit parler. Et alors, en France, j'aime bien titiller, quoi. Non, mais les Français tiennent tellement à leur langue que quand vous l'écorchez un petit peu, ils sont au bord de l'apoplexie. Alors qu'en Amérique ou en Allemagne, quand vous faites une faute, on vous dit juste go on, all is fine, go on. C'est vrai. On vous encourage avec vos fautes. Du coup, vous osez vos fautes et vous allez les franchir, les améliorer. En France, on vous dit, oh là là, tu te rends compte de cette faute du subjonctif? Non, mais laissez-moi le temps d'apprendre. Vous n'êtes déjà pas capable de parler avec moi de la météo en sérère, ou en wolof, ou en manding. Pourtant, je parle toutes ces langues. Mais ce sont toujours, il faut y penser, ce sont toujours les immigrés, en général, qui bâtissent le pont qui permettent aux Européens d'être en communication avec nous. Alors, soyez indulgents. Nous sommes les plus pauvres, les plus petits, les plus faibles. Peut-être c'est nous qui avons besoin de vos pays. C'est nous qui fournissons l'effort d'adaptation pour échanger avec vous. Et les Français qui sont à Dakar, vous savez, beaucoup parlent Wolof. Parce que nécessité fait loi. Donc, ils sont en Afrique, ils essaient de s'adapter. J'en ai rencontré des Français qui parlaient vraiment Wolof. Et donc, ce sont doublement mes compatriotes. Mais les vrais Français sédentaires qui sont ici, si jamais vous dites pêcheur au lieu de pêcheur, avant de pouvoir vous excuser pour expliquer que dans votre langue, le che est une torture machiavélique faite à l'humain, il vous a déjà regardé comme une chèvre. Non, mais chez Hugo, on parle comme Yourcenar, sinon on est juste un animal. Et c'est pour ça que quand je vais dans les banlieues, j'encourage toujours les gens. L'éducation, c'est la clé. Ce n'est pas seulement le passeport ou le visa, c'est vraiment l'éducation. Donc, j'ai publié ici avant d'avoir la nationalité française. Et comme j'étais en révolte, je me souviens à l'époque, le médiateur de la République, je lui ai envoyé mon livre qui s'appelait La préférence nationale. Et je lui ai dit, heureusement, sur le territoire de la littérature, il n'est point besoin de nationalité. Il vous a répondu? Ah, mais je ne réponds pas, mais c'était la claque, j'avais besoin de l'envoyer. Parce qu'on ne me reconnaissait pas encore française, mon cerveau l'était depuis très très longtemps. Et c'est ça le vrai passeport, parce que tous les amis que j'ai eus, souvent, ce sont des gens qui m'ont appris à découvrir la culture, à découvrir des villes, qui m'ont rassuré aussi. Parce que vous savez, c'est très facile de dire « Ah, ils sont tous racistes ». C'est tellement faux. Mais c'est tellement faux parce que si c'était vrai, je ne pourrais pas aller acheter ma baguette de pain et rentrer vivante. Donc c'est totalement faux. Mais c'est l'angoisse qui nous fait dire ça. Parce que si vous rencontrez 100 personnes formidables dans la semaine et que le samedi soir, vous rencontrez le demi-euro qu'il vous dit que tous les malheurs de la France, c'est à cause de vous, vous pensez qu'on vous déteste. Parce qu'on se souvient des chiffres
et très peu de caresses. Alors vous savez quoi? Caressez-nous davantage. Ça pourrait être une très belle conclusion de cette question de genre et migration. Bon, on va continuer quand même à discuter encore. Vous voulez rajouter quelque chose, Nancy? J'avais une autre question. J'ajouterais simplement pour que nous, les anglophones, c'est le R que j'ai eu beaucoup de mal. Mais aussi, c'est le genre, en fait, qui est pour ceux qui n'ont pas été élevés à l'école française, de me rappeler pourquoi la table, c'est féminin et pourquoi la chemise qui est portée par l'homme est féminin et que le chemisier porté par la femme est masculin. Il faut que chaque fois, il faut que c'est la question du genre. Voilà, c'est une question de genre. Donc, il y a des éléments de genre en France que je comprends toujours pas. Mais c'était l'objet de la soirée. Je ne sais pas si je peux. On va conclure rapidement. Restez parce qu'il y a un cocktail après pour tout le monde. En général, c'est pas mal. J'en reste quand on dit ça. On va conclure rapidement. Je voudrais juste peut-être ouvrir on n'a pas pu ouvrir la question du genre à la question des d'orientation sexuelle, etc. Mais ce serait peut-être un autre débat. Est-ce qu'on peut imaginer un accueil égalitaire des hommes et des femmes, quel que soit le genre ou le sexe, de l'immigré et eux? Et est-ce que finalement, ce serait un idéal à imaginer? D'être accueillis de la même manière, donc de ne pas faire de distinction de genre dans le processus de migration. Je sais pas, je pose la question. En fait, je renverrai la balle à Fatou Diome parce que c'est bien joué. Non, parce que souvent aussi dans vos livres, en fait, c'est un appel à l'humain, à l'humain, que c'est pas des questions d'origine, d'identité, etc. Mais c'est si on se considère, et je pense, pour moi, en tant qu'historienne des migrations aussi, je cherche toujours ce qui est similaire dans le sens où il y a des questions humaines dans tout cela. Donc, ça veut dire hommes et femmes comme d'origine différente. Donc, je pense que si on pense au niveau de l'humain, et comme vous le faites souvent dans vos livres, je pense que c'est là le niveau qui est peut-être le plus pertinent. Bon. Fatou? Oui. Je suis d'accord. Donc la paix entre nous, et puis ça fait bisounours, j'y tiens et je le répéterai tout le temps. Donc les droits humains, le dialogue, l'éducation, moi je crois à ça. Contre le Zorro, le demi-Zorro et tous les serpents à sonnette, mon remède c'est l'éducation, le dialogue, l'amour, les droits humains. Donc voilà. Je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Nancy, merci Fatou, merci pour vos questions et votre attention. Et merci à Julie et Fabienne pour la traduction. Merci beaucoup. L'apéro est ouvert, je crois. Voilà.